Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Vous le savez, nous commentons l'actualité ensemble avec vous, 0826 300 300. Avec aujourd'hui, évidemment, encore dans l'actualité, la vaccination. Pourra-t-on rattraper ce retard? Est-ce que le gouvernement qui prétend vouloir accélérer en a les moyens? 0826 300 300. Le Royaume-Uni se reconfine. Est-ce que la France pourra y échapper? Et puis, nous parlerons de l'inceste. Est-ce qu'il faut rendre ce crime imprescriptible? Vous savez qu'il y a une prescription. Hier, dans Le Monde, on a appris qu'un livre allait paraître bientôt, enfin demain, je crois d'ailleurs, sur ce qui s'est passé entre Olivier Duhamel, qui est un éditorialiste bien connu et qui aurait agressé, abusé de son beau-fils quand il avait 13 ans. Là, c'est sa sœur qui prend la parole pour en parler. Et on va en parler avec vous dans un instant. Pour débattre, Pascal Bataille, bonjour. Bonjour Valérie, bonne année. Bonne année à vous Pascal, vous êtes animateur, producteur, chef d'entreprise. Alexis Poulain, bonjour, journaliste, bonjour. Directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve également tous les mardis matins sur Sud Radio. Mercredi ça a changé. Cette année. Avec la nouvelle année, vous avez changé de jour. Voilà. Absolument. On me dit rien, moi, voilà. Ce sera demain matin avec Patrick Roger. Voilà, avec Patrick Roger, Cécile de Minibus dans la matinale. Matteo Ghisalberti, qui ne devrait pas tarder à arriver, rédacteur en chef de Putsch. Et Jérôme Dubus, qui est membre de La République En Marche. Donc, on va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Pascal Bataille, on va commencer avec vous. C'est un coup de cœur pour Julian Assange, c'est ça ? Oui, ou en tout cas pour la justice britannique, voilà, qui a pris la décision, comme vous le savez, de ne pas autoriser l'extradition de Julian Assange. Je m'en félicite et je pense qu'on doit s'en féliciter parce que, à la fois pour des raisons, je dirais, humanitaires par rapport à l'état actuel de Julian Assange, mais aussi fondamentalement parce que pour moi, Julian Assange a fait une œuvre de salut public et il serait terrible qu'il puisse être jugé pour ça par les tribunaux américains avec la façon dont la justice américaine peut considérer ce travail en faveur de la liberté d'expression, de la transparence. Il est, je crois, menacé de 175 ans de prison aux États-Unis. Bon, le chiffre est anecdotique, évidemment, mais c'est dire à quel point ce pays qui a pourtant mis la... pas anecdotique, 175 ans, c'est une très lourde peine. C'est ridicule. Les condamnations des tribunaux américains, on le sait bien, atteignent des chiffres qui dépassent le cadre du possiblement faisable. Mais au-delà de ça, ce pays qui pourtant met la liberté d'expression au plus haut de ses valeurs dans sa constitution, on le sait, ne respecte pas forcément ça ensuite et il aurait été terrible que Julian Assange puisse être extradé. Donc je me félicite de cette décision en ce début d'année 2021. Alexis Poulain, j'imagine que vous avez vous aussi un avis sur la question. Oui, alors c'est une bonne nouvelle. Effectivement, elles sont rares, donc prenons-la parce que son extradition aurait été pour sûr un procès pas forcément équitable, malgré ce qu'a dit la juge Barrister de la Cour britannique. Reste qu'il a été non extradé sur raison de santé uniquement, mais pas sur le fond du dossier, où finalement on pose la question de savoir si Julian Assange a fait un travail de journaliste ou non, en révélant ce qu'il a fait avec Wikileaks. Donc la question reste ouverte de ce côté-là, et j'espère que mercredi, demain, il y aura une demande de mise en liberté sous caution, et on peut espérer que Julian Assange quitte Belmarsh, qui est une prison haute sécurité quand même réservée plutôt aux terroristes qu'aux détenus de droit commun. Donc voilà, donc c'est une bonne nouvelle qui en dit long sur quand même les dangers que peuvent courir les journalistes aujourd'hui de par le monde quand on cherche à révéler des informations délicates. Alors, nous, on est dans quelque chose de plus léger avec vous, Alexis Poulain. Je regrette que les deux autres débatteurs ne soient pas là, parce que je pense que c'est un sujet de fond. On vous écoute. Moi, c'est un coup de gueule sur Marlène Schiappa et sur la bulle autour d'elle en général. Alors, peut-être que vous avez vu ce qui s'est passé. Elle a parlé sur son Instagram qu'elle avait fait un lissage brésilien, comme ça, elle pourrait aller sur les matinales et que ça irait plus vite et que c'était super. Et elle a été accusée d'avoir fait du placement de produit pour son coiffeur, pour ce produit de lissage brésilien. Marlène Schiappa s'en est défendue en disant que ce n'était pas du placement de produit. D'abord, elle a dit que c'était un faux post. Elle a dit que c'était un faux post. Un faux post.
post. Alors, un faux post, on ne sait pas ce que c'est, si c'était un faux profil, si elle était hackée, si c'était quelqu'un qui avait mis un post à son insu, etc. Alors, je vous rappelle quand même qu'elle est ministre secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur. Donc, ça a quelque chose d'assez paradoxal de se faire pirater son compte quand on travaille au ministère de l'Intérieur. Mais bon, mais ça en dit long. D'ailleurs, elle est sur TikTok aussi. TikTok, qui est un réseau bien connu pour toutes les failles de sécurité qu'il peut y avoir. Donc, que des ministres de la République utilisent les réseaux sociaux pour communiquer sur les campagnes, les prodiges de la République, par exemple, ce qu'elle a lancé à son ministère, mais qu'ils le fassent pour parler de leur nombril, de leurs livres, de leurs enfants, de leur hamster, de leur lissage brésilien, il faut dire stop. Je crois que ça suffit. Bruno Le Maire aussi avait mis en scène son hamster, c'est quand même pas rien. Et là, évidemment, Marlène Schiappa est une cible idéale. Elle a choisi de se défendre directement par le légal, en passant par le cabinet Temim, en disant, si jamais vous dites que c'est du placement de produit, vous aurez un procès en diffamation sur le dos avec ce cabinet, l'ex-conjoint de Benjamin Griveaux, qui prend sa défense et qui va donc maintenant attaquer tous ceux qui disent c'est du placement de produit, Marlène. Et on est allé si loin dans l'absurde que le coiffeur de Marlène Schiappa s'est retrouvé hier soir, vous en avez peut-être parlé, sur le plateau de Cyril Hanouna. Voilà. Mais on est où? Je crois qu'on est en début 2021. Il serait temps que les gens prennent des bonnes résolutions, notamment pour Marlène Schiappa, de quitter un peu les réseaux sociaux et d'arrêter de faire l'influenceuse et de faire davantage la ministre. Elle aurait pu prendre ça à la rigolade. Inutile d'aller sur le côté du légal. Et puis je vois par ailleurs, et on va en parler tout à l'heure dans les autres sujets, la violence qui monte sur les réseaux sociaux. Il va falloir à un moment aussi se dire, ça ne sert pas qu'à ça, il va falloir peut-être en faire quelque chose de bien. Là, ça devient de la foire d'empoigne, les versions gladiateurs, où on sort les sabres et où on décapite les adversaires. Donc, voilà, ce moment Schiappa en dit long sur ce quinquennat. Elle est l'icône du macronisme, elle est la quintessence de ce mouvement, du vide autour de la communication enrobée avec beaucoup de nombrilisme. Je crois qu'on a atteint ce paroxysme. Alors, c'était effectivement, hier c'était un peu ahurissant de voir que c'était le sujet le plus discuté sur Twitter. On a un pays en crise et effectivement la com était un peu ratée de ce côté-là. On ne va pas tirer sur les ambulances. Voilà. Elle avait qu'à dire j'ai un peu merdé, c'était les fêtes, voilà, je pensais faire un post un peu rigolo, excusez-moi. Mais là, ça part dans des tours tout de suite. Et avec effectivement le coiffeur qui monte la facture. Alors moi, je n'ai pas de facture quand je vais chez le coiffeur. En général, quand il vous donne la coiffure, c'est que la facture, c'est que le coiffeur ne l'a plus. Voilà. Et des internautes ont remarqué que le tarif ne correspondait pas au tarif affiché par le coiffeur. Donc tout ça est très très compliqué, ça va très loin. Mais François Hollande avait 5 000 € de coiffeur par mois. On se demandait, enfin là, c'était pas exactement un lissage brésilien, c'était pour être précis, c'était un soin. Voilà, il est arrivé, notre ami Jérôme Dubus. Bon alors, vous en pensez quoi, Jérôme Dubus? Vous êtes membre de la République En Marche, cette communication de Marlène Schiappa sur ses cheveux? Je trouve ça complètement dérisoire. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Mais vous n'êtes pas choqué qu'un ministre de la République fasse ça? Écoutez, moi je suis choqué que effectivement ce soit à ce niveau-là. Bon, après on sait très bien que si elle avait, enfin, je veux dire, il y a deux choses. Soit effectivement on se fait coiffer à l'Élysée ou dans les ministères, et ça arrive encore et même à l'Assemblée nationale. Moi je me souviens quand j'y étais, il y avait le coiffeur, un coiffeur de l'Assemblée nationale, ça coûte 10 €, je crois. Enfin, c'est complètement dérisoire. Donc c'est pas en tout cas les tarifs du grand public. Bon, c'est déjà un peu curieux. Ou alors, on va chez le coiffeur, mais alors à ce moment-là, on paye soi-même. Enfin, je sais pas, moi. A priori, elle a payé, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Si, elle a payé très bien. Très bien. Non, mais la communication d'un ministre, secrétaire d'État délégué à la sécurité... hallucinant, c'est qu'on vienne d'abord la chercher sur cette affaire-là. Mais non, je vous renvoie la question. Je vous renvoie la question. Est-ce que c'est normal, quand on est ministre, secrétaire d'État à l'intérieur, de faire des jeux de cheveux? La question est stupide et la réponse est stupide. Bon. Donc, on se évidemment que c'est une faute, mais on n'insiste pas assez, me semble-t-il, sur ce qu'a dit Alexis il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'il y a eu non seulement faute, erreur, qui effectivement pourrait passer relativement sous silence ou susciter quelques colibés, voilà. Mais derrière, il y a mensonge, il y a tentative effectivement de dissimulation de cette faute, et on est quand même assez coutumier de ça ces derniers temps au
niveau gouvernemental. On l'a vu avec Jérôme Salomon avant les fêtes. Là, maintenant, c'est Chiapas. C'est-à-dire que ce gouvernement, non seulement accumule les fautes et les erreurs, mais en plus essaie rajoute une couche de malhonnêteté en essayant de dissimuler, quand il est pris en faute, en essayant de dissimuler ça et d'induire le public en erreur. Franchement, je ne crois pas qu'il faille généraliser. D'abord, c'est un individu. Je ne comprends pas pourquoi vous essayez de généraliser en disant que c'est tout le gouvernement. Ce n'est pas vrai du tout. Enfin, je veux dire, donnez-moi des faits précis. Donnez-moi des faits précis. Là, c'est un individu, écoutez, c'est un ministre. Reparle de l'affaire sur le mensonge caractérisé. Vous voulez qu'on reparle de l'affaire des masques au mois de mars? Non, mais ça n'a strictement rien à voir avec cette affaire. C'est pas tout à fait pareil. Mais on va en reparler parce que rien à voir. Ce qui est pareil, c'est le fait de mentir, de mentir, de dissimuler, de prendre le public et les citoyens pour des idiots, pour des enfants. Et c'est que ce soit pour effectivement un poste qu'on n'assume pas ou que ce soit pour un problème de santé publique gravissime. On n'est évidemment pas dans le même niveau de gravité, mais le fonctionnement est le même néanmoins. C'est-à-dire on essaie de mentir. Vous essayez de faire croire que c'est le mensonge organisé. C'est pas du tout ça. Enfin, ça commence à... On va en parler. On va en parler parce que moi je pose la question sur les vaccins. Alors, je suis pas, on peut pas dire que je sois complotiste, mais je pose la question sur les vaccins et on aura peut-être combien on a de doses. C'est exactement la question qu'on va se poser dans un instant. Jérôme Dubus, alors moi je voulais juste souligner, attirer l'attention sur le fait que 2 policiers ont été roués de coups à Aulnay-sous-Bois avant-hier lors d'un contrôle routier qui a dégénéré. 15 individus qui se sont jetés sur ces policiers et ça rejoint un peu la question qu'on posait hier sur l'autorité de l'État, c'est-à-dire quand on en est là. Quand on en est à voir des policiers se faire rouer de coups, c'est qu'il y a quand même un gros problème. C'est un lynchage. Oui, c'est un lynchage, complètement. La vidéo. Puisqu'il y a quelqu'un qui leur dit d'aller taper directement à la tête. Enfin, ça fait on va écouter le son parce que je trouve que il faut le dire, il faut en parler. Le Coran, ça part en couille. Nique le Saras. Ils font rien, frère. C'est Jimmy, tire dans la tête. Je suis dans la tête. Voilà, je suis dans la tête de sa grand-mère. Tiens ta mère. Voilà, nique le Saras. Baisse du salaire, voilà. Comme des ouf. Voilà. J'espère qu'ils seront identifiés. Ils se sont filmés. Je crois qu'il y a déjà une personne interpellée. Bon. Donc, je voulais quand même le signaler. Jérôme Dubus, votre coup de cœur? Je vais essayer d'être un peu optimiste en ce début d'année, puisqu'on tape beaucoup sur la France, ses gouvernements, son président, etc. Moi, j'ai pris un coup de cœur qui me tient beaucoup à cœur, c'est le cas de le dire, c'est le docteur Rodolphe Gomberg. Pourquoi lui? C'est un grand radiologue qui est très peu connu du grand public, mais c'est un radiologue de renommée internationale, qui est français, bien évidemment. Et un artiste. Et un artiste qui exerce en France, un très bon artiste d'ailleurs, aussi bon radiologue qu'artiste visiblement, et qui vient... il a été malade du Covid au mois de mars, il a été touché, et à partir de cette expérience personnelle, il avait déjà fait beaucoup de progrès, fait faire beaucoup de progrès à l'imagerie numérique française et radiologique globale au niveau international sur le côlon, les recherches sur le côlon. Et là, il est tombé malade du Covid et il a donc adapté les progrès qu'il avait fait sur l'imagerie du côlon sur tout ce qui concerne maintenant le thorax. Et il a découvert récemment la possibilité de lutter, alors non pas par des vaccins, mais par des thérapies, grâce à ces images radiologiques, contre le Covid et contre 50% des cas de Covid mortels, ce sont des embolies pulmonaires. Et donc lui, il a réussi à découvrir la manière dont on allait lutter contre cette embolie pulmonaire et donc par des thérapies, essayer en parallèle des vaccins, parce qu'on parle beaucoup du vaccin, mais très peu des thérapies, de pouvoir lutter contre cette possibilité de lutter contre le virus à l'intérieur du thorax, et donc d'essayer d'éviter au maximum les embolies pulmonaires. Donc je crois que c'est un énorme progrès, on en a très peu parlé. Eh ben, c'est une bonne nouvelle. On se retrouve dans un tout petit instant et on va continuer de débattre. On aura Matteo Ghisalberti avec nous pour son coup de gueule. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve le mercredi désormais dans la matinale de Sud Radio pour l'édito politique. Matteo Ghisalberti
Alberti, rédacteur en chef de Putsch, bonjour. Bonjour. Et Jérôme Dubus, qui est membre de La République En Marche. Au sommaire aujourd'hui, la vaccination, peut-on rattraper le retard? Le Royaume-Uni se reconfine. Est-ce que la France va pouvoir y échapper? Et puis on va parler d'inceste. Est-ce qu'il faut rendre ce crime imprescriptible avec l'affaire Olivier Duhamel? On va en reparler dans un tout petit instant. Alors Mathéo, vous êtes arrivé en retard. Oui. D'abord, vous avez un très beau masque. Donc on peut peut-être faire un coup de cœur. Ça, c'est un coup de cœur ouais. parce que c'est une masque produit en France par une société qui s'appelle Audiorad. Je ne fais pas du placement du produit, je n'ai aucun intérêt. Mais je pense aussi aux personnes qui ont des problèmes d'audition et qui donc, depuis le début de tout ce cauchemar qui est le Covid, et en plus, ils ont la moitié de la communication quand ça va bien, qui n'arrive pas. Et donc, c'est encore plus contraignant pour eux, le confinement et tout ce qui va... Bref, les limitations de la liberté que nous avons. Et donc, c'est une masque réalisée en France et bravo pour tout ce qui... Vous êtes sûr qu'il est bien étanche, bien Moi, j'ai un peu protecteur? l'impression, de toute façon, c'est mieux que, comment dire, de ne pas avoir du masque du tout et voilà, être un peu attentif aussi à ceux qui ne peuvent lire les lèvres. Votre coup de gueule ne concernait pas cela, mais non, malheureusement, c'est... Non, mais on fait les deux maintenant. Oui, voilà. Mathéo, il fait les deux. Il est italien et il prend toujours un peu plus. Privilégié. Mathéo, c'est les Italiens, c'est toujours dans l'excès. Toujours, on prend, mais avec amour. Ouais. Alors, le Conseil d'État a validé l'élargissement des fichiers des renseignements et c'est quelque chose que pour moi, c'est vraiment très grave dans le sens que désormais, au nom de la sûreté d'État, qui est bien sûr une priorité, on pourra ficher les opinions politiques, les appartenances syndicales, les données de santé des personnes. Pour moi, c'est très inquiétant et je suis surpris de voir que la presse n'a pas encore parlé de ce problème parce que on a déjà vu qu'il y a eu la loi Avia qui a été retoquée parce que elle aurait représenté une trop grande limitation de la liberté d'expression. Là, si on a l'autorisation de ficher des personnes, imaginez-vous, non seulement dans des contextes de Covid, on saura si quelqu'un, pour des raisons qui lui appartient, aura décidé de ne pas se faire vacciner ou de se faire vacciner. Et on pourra, l'ostraciser ou le forcer peut-être de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ouais. En autre terme, on pourra limiter ces autres droits, non seulement à celui de la liberté de conscience, etc. Ouais. Alexis Poulain, c'est un sujet qui évidemment vous intéresse. Ça va avec tout ce moment qu'on vit où on a l'impression que la liberté, c'est un gros mot, quoi, où sous couvert de tout santé, de protection des uns des autres, il faudrait qu'on arrête de vivre, il faudrait qu'on arrête d'avoir des opinions, il faudrait qu'on arrête d'être libre, il faudrait qu'on obéisse à un guide suprême, quel qu'il soit, parce qu'il a raison. Et ça, je ne parle pas que de la France, on a l'impression que c'est un peu partout pareil. Non, c'est vrai, c'est pas seulement la France. Ouais. Non. Et c'est extrêmement inquiétant. L'esprit critique, on prend un sacré coup en ce moment. Et dès que vous commencez à avoir des opinions différentes ou à vous poser des questions, tout de suite arrive la vague de menaces, de pointage du doigt, de conspirationnisme ou autre. Non, qui est bien réelle quand même, il faut bien le dire. Elle est bien réelle, mais pour une infime partie qu'on met en scène comme étant les conspirationnistes, parce qu'eux sont ridicules et parce que oui, on peut rire effectivement des platistes et des gens comme ça. Il n'y a pas que les platistes, on pourra en reparler de ce phénomène conspirationniste qui a quand même émergé et qui est extrêmement puissant et qui a contribué aussi à la défiance, même si le gouvernement est assez grand. Sur l'affaire des fichiers, c'est absolument hallucinant ce qu'on a entendu et sur cette affaire du fichier des vaccinations. D'abord, alors là, pour le coup, je peux vous dire que sur Facebook et d'autres réseaux sociaux, il y a une déferlante de fausses nouvelles, de fake news. Il faut reprendre ce qui s'est passé très exactement. D'abord, les caisses primaires d'assurance maladie ont déjà des fichiers de tous les assurés. Seuls ceux qui ne sont pas assurés, et c'est très peu de monde, ne sont pas dans ces fichiers. Deuxièmement, il s'agit d'utiliser ces fichiers
pour faire en sorte que, non pas pour ficher les gens, savoir s'ils sont vaccinés ou pas, pour faire en sorte de les prévenir. C'est exactement ce qui s'est passé en Israël. L'équivalent de la caisse d'assurance, des caisses d'assurance maladie en Israël, ont envoyé des SMS à l'ensemble des personnes prioritaires pour leur demander de venir se faire vacciner. Alors, on voit le résultat. Donc, si on n'utilise pas ce genre de choses, d'ailleurs, la CNIL a rendu un rapport très, très circonstancié, disant qu'il n'y avait aucun souci sur cette constitution de fichiers. Donc, moi, franchement, je commence à en avoir marre de ces fausses nouvelles. On entend n'importe quoi. Si on veut être efficace, il y a un moment, il faut utiliser ce dont on a déjà et qui fonctionne. Mais il y a une grosse différence entre Israël et la France. C'est vrai ce que vous dites sur Israël. Et par exemple aussi l'Allemagne et la France. En Allemagne, d'ailleurs, il y a eu une loi un peu différente. C'était contre la haine sur Internet, qui était très critiquée, qui n'a pas donné les effets qu'on s'attendait. Et qui a limité fortement le droit d'expression. Mais il ne faut pas oublier qu'en Allemagne et en Israël, pour d'autres raisons, l'État n'est pas si centralisé. La concentration du pouvoir n'est pas si forte dans les mains d'une seule personne ou d'une seule force politique. En ce moment, en France, il y a la République en marche dont vous êtes un représentant, mais demain matin, ça sera le Parti socialiste ou je ne sais pas quoi. Il y a toujours un problème de concentration de pouvoir. Donc, si j'ai pas... Non, mais ça, c'est un autre sujet. Là, c'est un problème d'efficacité. Non, mais si celui qui collecte les informations est le même qui, après, contrôle la police, la justice et tout le reste, c'est un problème. En Israël, on a même porté devant un tribunal le président de la République. Ici, non, parce que c'est une monarchie républicaine. Est-ce qu'on veut être efficace ou pas ? Oui, est-ce qu'on veut être efficace ou pas ? Oui, mais sans perdre les libertés. Parce que moi, il y a eu la vague de la crise. Pascal Bataille. Non, mais l'argument de l'efficacité n'est pas recevable une seule seconde, parce qu'avec un argument aussi basique et trivial que celui-là, on peut justifier n'importe quel abus et n'importe quel excès de pouvoir. On voit bien, et Alexis Poulain le disait tout à l'heure, et merci à Mathéo de s'inquiéter de quelque chose qui est un peu passé sous les radars. J'espère que le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel vont continuer d'œuvrer pour essayer de maintenir un minimum de liberté dans ce pays, et la récente décision du Conseil d'État ne plaide pas dans ce sens-là, et plutôt inquiétante. On ne peut pas justifier des atteintes permanentes au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom de la lutte contre le Covid. Demain, ce sera au nom de n'importe quel autre prétexte puéril comme ça, de continuer surtout comme ça à limiter nos libertés individuelles, notre liberté d'opinion, notre liberté de penser. Au début, quand il y a eu le problème des masques, qu'il y a eu la polémique autour de déclarations faites par une présentatrice de la chaîne publique qui avait dit qu'il y avait menti sciemment. Alors, le service public est de propriété de l'État, est contrôlé par l'État. On dit une fausse information, donc une fake news par définition, parce qu'on n'a pas des masques, et donc, d'ailleurs, on expose les citoyens à des dangers, etc. Et la réponse était « Ah, vous voulez nous attaquer ». Mais moi, je m'en fous du parti politique qui est au pouvoir en ce moment précis ou dans 3 mois, etc. Non, mais attendez, il ne faut pas faire d'amalgame. Cette affaire de fichiers, d'abord, les fichiers existent déjà. Ils ont été constitués petit à petit de tous les assurés des caisses d'assurance maladie. Oui, mais moi, je parle d'autres fichiers. Non, mais moi, je ne veux pas... Sur celui-là, moi, je ne veux pas qu'on fasse d'amalgame, parce que c'est trop grave. Moi, je ne fais pas d'amalgame. Parce que dans 6 mois, on nous dira « Vous n'avez pas de fichiers et vous êtes passé à côté de la vaccination ». Et il y aura encore plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc maintenant, il y a un moment où ça suffit. Je pense que c'est... Il y a un moment où ça suffit. Allez, on va marquer une pause et on se retrouve. On va parler de la vaccination. Est-ce qu'on pourra rattraper ce retard ? Et on aura Sophie de Menton avec nous. Vous l'avez entendu hier. Et elle a des choses à nous dire sur le nombre de doses disponibles. Écoutez, on va l'écouter dans un instant. Avec vous sur Sud Radio, avec Pascal Bataille, Alexis Poulain, Matteo Ghisalberti et Jérôme Dubus. Et on a Sophie de Menton en ligne avec nous. Alors Sophie était là hier et nous avions évoqué votre combat ou la difficulté que vous aviez à faire admettre la vaccination en entreprise par le gouvernement. Et ce matin, je vous envoyais un petit texto, Sophie, en vous disant, j'ai entendu Olivier Véran et Elisabeth Borne dire oui, pourquoi pas vaccination en entreprise. Et là, vous m'avez appelé, vous m'avez raconté une histoire absolument insensée. Donc, je vous laisse la parole.
Hélas, oui. Bonjour Bonjour. tout le monde. C'est vrai qu'on est très réactif parce que on souhaite pour le bien de tout le monde que les entreprises soient le plus possible associées. Ça a été le cas, vous l'avez rappelé, pour les masques, pour les tests en entreprise qu'on n'avait pas le droit de faire, enfin, etc. Et ce matin, j'entends cette déclaration et immédiatement j'appelle un répartiteur pharmaceutique qui est membre du mouvement patronal éthique, je le rappelle, que je préside. Oui. Et j'ai dit, comment fait-on ? Ok, on a une entreprise qui commande les vaccins, on aura évidemment les généralistes, on prendra tout le processus indispensable, généralistes qui sont là, infirmières qui font les piqûres, etc. Mais on y va. Et puis les chefs d'entreprise sont prêts à se faire vacciner en premier en montrant le bras, la piqûre et le produit. Et là, je suis tombée du placard. Parce que, et d'ailleurs je pense que cette profession va réagir immédiatement avec des syndicats de pharmaciens, etc. Actuellement, la France, sur le plan des vaccins, est totalement paralysée, il faut le dire. C'est-à-dire que le répartiteur, juste pour préciser, c'est celui qui détient les vaccins. Ce sont les seuls qui, en fait, reçoivent par wagon à moins 80 degrés les vaccins directement de Pfizer. C'est eux qui les reçoivent. Du moment où ils les reçoivent, ils se sont engagés auprès du gouvernement, ce sont les seuls à avoir le droit, à mettre 15 heures pour les envoyer dans les EHPAD, qui sont les seuls actuellement et quelques hôpitaux, les seuls actuellement à avoir le droit de faire des vaccins. Les doses reçues permettront en une semaine de vacciner 600 personnes. Je vous passe les comparaisons avec les autres pays. Alors, une fois qu'ils ont livré, ils sont engagés pour qu'il y ait 15 heures, mais une fois que le vaccin a quitté le wagon à moins 80 degrés, il y a 4 jours possibles de survie du vaccin, si je puis dire. Donc, au bout de 15 heures, ça arrive dans l'endroit, dans l'EHPAD, et après, vous faites la soustraction, il reste 2-3 jours pour vacciner. Mais ce que vous a dit, d'abord, il vous a dit 2 choses, ce répartiteur, qui sont intéressantes. La première, c'est que le choix qui a été fait de ne pas vacciner massivement est dû à la pression qui a été faite par les généralistes, qui ont fortement insisté auprès du ministère de la Santé. Et ensuite, sur le nombre de doses, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a pas de vaccin. Alors, je reprends. Donc, il a été vérifié de plusieurs sources que se passe-t-il? C'est le ministre Véran et le ministère de la Santé, parce que le ministère de la Santé, c'est une entreprise tentaculaire. Et surtout, environ 5 ou 6 énarques qui sont là depuis 15 ans ou 20 ans, c'était les mêmes sous les présidents précédents, vraiment important. Et ils ont vérifié, ils ont repris le rapport de la grippe H1N1. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu qu'ils avaient fait une campagne, ce qu'on appelle de vaccination massive, ce qui n'est pas le cas actuellement du tout. Et ils ont vu qu'on n'avait pas assez associé les médecins généralistes et les pharmaciens, ce qui est probablement vrai, c'était le constat qu'on a fait après. Et à partir de là, il y a eu un lobbying dingue des médecins généralistes, de ces mêmes énarques, qui ont dit ce ne sera pas pareil. C'est pour ça que nous avons aujourd'hui la nécessité d'un consentement éclairé. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, le consentement éclairé. Je ne sais pas ce que c'est que le consentement aveugle. Et donc, tout a été freiné pour mettre les pharmaciens d'une part, mais ça c'est plus normal, les médecins généralistes dans la boucle. Mais au lieu de faire ça pour l'intérêt du public, on fait ça quand même pour l'intérêt des professions. Donc, ils sont dans la boucle, soit tant mieux. Moi, j'apprécie beaucoup les généralistes et les pharmaciens, on est très contents qu'ils soient là. D'ailleurs, on les avait privés de masques au début, etc. Alors, Sophie, sur les doses, qu'est-ce qu'il vous a dit ce répartiteur? Les doses, il m'a dit parallèlement à cela, de toute façon, on ne pourrait pas vous en vendre parce que moi, je demandais à en acheter à travers des intermédiaires, etc., avec une mairie, la mairie du 7e qui voulait aussi faire ça. Il dit, j'ai été contacté par tous les présidents de région, les maires, etc. Je leur dis, impossible de vous vendre des vaccins pour qui que ce soit. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'en ont pas. Ils dépendent de l'État. L'État a donné ordre qu'aucun vaccin ne soit donné à quiconque. C'est normal. La question, c'est est-ce qu'il y a assez de doses ou pas? C'est ça la question. Non, la réponse est non. Il m'a dit nous dépendons de Pfizer. Pfizer n'arrive plus à fournir. Alors, en plus de ça... Donc, il y a un mensonge quelque part. Quand on dit qu'on va accélérer, il y a un mensonge. Franchement, je ne sais pas comment appeler ça autrement. Ou alors c'est une erreur fondamentale du niveau de l'État. Alors, oui.
Je pense que c'est jouer avec les chiffres. Alexis Comme Poulain. on part de 5 vaccinations par jour, on peut accélérer à 10 par jour. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va faire une C'est campagne exponentiel. À 15. Voilà, c'est simplement exponentiel. Mais évidemment, il y a un goulot d'étranglement qui est assez terrible sur le fait que les labos ne peuvent pas fournir autant de doses que prévu. Et on a une question aussi Voilà. sur la façon dont l'Europe, l'Union européenne a géré en fait cette commande de vaccins, parce que les Allemands sont très en colère aussi. Et pourtant, les chiffres allemands sont bons en termes de vaccination. Oui, mais ils ont vaccinent beaucoup commandé plus que avant, nous. les Allemands. Oui, mais ils sont aussi critiques parce qu'ils ont dit finalement à Bruxelles, on a organisé la pénurie de vaccins. Parce qu'on a pris beaucoup vrai. de temps pour négocier le prix du vaccin, 15 euros, 15 dollars, je crois, C'est vrai. la dose. Israël paye 60 dollars. C'est aussi pour ça qu'ils ont autant de doses, parce que Pfizer va leur en donner plus. Évidemment, ça rapporte plus d'argent de ce côté-là. Mais au niveau Absolument. européen, nos voisins allemands sont autant en colère que nous, alors que pourtant, on a l'impression que la campagne de vaccination bat son plein là-bas. Ben non, parce que c'est pareil, le robinet à vaccins, et il est tari, il n'y en a pas assez. L'idée, c'était d'assurer l'équité entre les États membres. Et bien finalement, on a assuré la pénurie entre les États membres. Oui. Vous avez tout à fait raison. Je confirme tout ça m'a été rapporté. Et Oui. en tout cas, les répartiteurs et les syndicats de pharmaciens attendent, mais comme le Messie, les autres vaccins. Alors, va se poser un problème terrible. Oui, Moderna, Qui va les notamment, commander? parce que AstraZeneca, Qui va ça a les- pris du retard. Ouais. Et puis Sanofi, n'en parlons pas. On parle de fin 2020. Non, mais il y a Materna qu'ils attendent. Moderna. Moderna, Moderna. pardon. Materna, c'est autre chose. Oui. Oui, c'est du lait. Pour, Ouais, les laits. C'est pas tout à fait la même chose. Il n'y a pas de pour bébé. pénurie, là. Mais on en est là. On en Non, est mais là. C'est peut-être aussi efficace. On peut se mettre du lait maternel. Voilà. Merci Sophie en tout cas de l'avoir Bon, je- rapporté et il y a effectivement une réaction qui va être Bon, certainement il y a pas de- rapide de la part de ces répartiteurs. Bon, Oui. il y a pas, enfin, sur ce que vient de Jérôme dire Dubus. Sophie de Menton, il n'y a aucune surprise. Bah, on a un ministre de la Santé qui nous dit on va accélérer. Attendez, il n'y a on va aucune accélérer, il surprise n'y a dans pas ce de qu'a dit vaccin. Sophie de Menton. On le sait depuis le 15 décembre. Le 15 décembre, je rappelle que Pfizer a fait un communiqué de presse en disant que les 100 millions de doses qu'il devait produire au 31 décembre 2020, en fait, il n'en produirait que 50 millions. Donc, ce n'est pas une surprise. On le sait depuis le 15 décembre. Alors Bon. comment on va accélérer? Non, mais on sait qu'il y a une pénurie de doses. Parce que Moderna, mais parce que Moderna, non, il n'y a pas de pénurie de doses aujourd'hui. Elles ne sont pas utilisées. C'est bien le sujet, justement. C'est pas la peine de dire tout et son contraire. ça dépend où. Non, il y a 500 000 doses qui, malheureusement, puisqu'on n'en a utilisé que 5 000, donc il y en a 495 000 qui dorment dans les frigos. Le problème, c'est l'acheminement des doses. C'est pas les doses elles-mêmes. Les doses, elles sont là. Il y en a 500 000. Et il y en aura 500 000 Non, en mais fin de on parle au semaine niveau européen. supplémentaire. Vous Moderna, parlez au niveau européen, on ne parle pas au niveau je français. parle du Non, niveau non, français. 500 000 par semaine. 500 000 normalement, par qui semaine, arrivent plus à partir de la semaine prochaine. plus Mais- Moderna qui va nous en donner 500 000 pour le mois de janvier, ce qui devrait couvrir très largement le million de personnes qui était prévu. Donc c'est pas un problème d'approvisionnement, c'est un problème de logistique. D'organisation et de Et compétences. de logistique. Mais on n'aurait pas Bah pu oui, y penser mais alors avant. comment se fait-il qu'on n'ait pas de bons logisticiens en France? C'est Non, quand mais même il faut extrêmement pas inquiétant. dire tout et son Les contraire. super congélateurs, Ah. il y en a 10 qui demandent à être homologués. On a mis un professeur éminent et qui a beaucoup de qualité à la tête, Monsieur Vaccin, j'ai aucun critique à lui faire, à part que c'est pas son boulot. Là, on a besoin de logisticiens. On avait besoin de gens qui organisaient la dissémination de ces doses sur Ah le ben là, territoire. on devient Se d'accord. rendre Je compte- peux. Ouais. Là, Non, on mais devient se rendre d'accord. compte Mais qu'on c'est en pas a comme si on mais avait- alors, à quoi ça sert les conseils de défense? À quoi ça Mais c'est sert pas comme si on ce n'est avait eu le à temps de mettre- s'y À bypasser préparer, le Alexis. Parlement. C'est pas comme si on avait eu le temps de s'y préparer. En même Oui, temps, voilà. on a commencé à y réfléchir le 5 janvier. Donc, Ouais. manifestement, parce que les autres ont su comment acheminer les vaccins, puisque l'Allemagne Comment a les- déjà. Voilà. Et l'Allemagne vacciné plus en d'un a million de acheté personnes. aussi de son côté, en Donc, les dehors du excuses cadre bidons, ça européen. suffit. Pas tous en Les même temps. Les excuses bidons, ça suffit. On voit que là, franchement, c'est une nullité crasse qui se montre de la part des responsables qui veulent en plus se défausser avec cette histoire des 35 citoyens tirés au sort. C'est n'importe quoi. On veut Ouais. de l'efficacité, là, en l'occurrence. Alors, me dites pas que les 35 citoyens qui tirent au sort, c'est pour l'efficacité. C'est Non, moi je simplement vous ai pour dire, répondu regardez, sur ce que on essaie disait de Sophie faire. de Menton, qui nous avait promis un scoop Oui, oui. qui a fait Mais pchit, maintenant, puisqu'on savait depuis arrêtez le 15 ça. décembre, si vous voulez. Donc, Il y a une réalité. Non, voilà. non, si Derrière vous avez, ça, si vous une avez des impréparation répartiteurs qui réelle. aujourd'hui réagissent et vont interpeller le Premier ministre, c'est qu'il y a un problème d'organisation, il y a un problème d'approvisionnement, Ah oui. et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. il n'y a Sinon, pas de problème sinon- d'approvisionnement, je suis désolé de le dire. Il n'y a pas aujourd'hui de problème
problème d'approvisionnement. On a 495 000 doses qui sont dans des frigos réfrigérés. Et qu'on ne sait pas acheminer. Donc le problème, c'est la logistique. Je voudrais rappeler... on n'aurait pas pu se préparer depuis le mois de décembre. C'est ça qui est dingue. Mathéo. À quoi sont payés ces gens? Mathéo. Alors, je veux rappeler 2 choses. La première, c'est qu'on parle souvent d'Israël. Rappelons-nous toujours qu'Israël, c'est quand même un État qui est un peu, je ne veux pas dire en guerre permanente, mais quand même, il a des difficultés. Il a réussi à organiser cette campagne de vaccination parce qu'il y a aussi une adhésion à l'État qui est différente par rapport à ce qu'on a ici en Europe, pas seulement en France. Et puis, rappelons-nous aussi que justement l'Allemagne a fait des achats des doses de vaccins aussi au niveau indépendant, comme ils ont fait pour avec les sa souveraineté. Et des pays comme la France et l'Italie sont à la traîne parce qu'avec le rêve européen qui devrait nous sauver de tous les problèmes, en réalité on se retrouve à ne pas avoir assez de vaccins en Italie aussi. Mais laissez-moi faire une petite Allez, mais encore comme au foot. Encore une fois, ce n'est pas le sujet, l'approvisionnement des vaccins pour le moment. Pour le moment. Mais le problème, c'est qu'il faut vacciner maintenant. Arrêtons de dire qu'il y a un manque de vaccins. Il faut vacciner. Non, mais en tout cas, il y a un problème. Il faut vacciner. Il y a quand même des chiffres qui sont là. Il faut arrêter de. Il faut vacciner maintenant, sinon les restaurants ne vont plus ouvrir, les théâtres, etc. ne vont plus ouvrir. Je veux bien qu'on parle de la logistique, je veux bien qu'on parle des ratés du début de cette vaccination, mais qu'on ne parle pas du manque d'approvisionnement des vaccins. C'est pas vrai. Mais il y a un moment où il faut dire la vérité. Il y a pour les EHPAD, mais il n'y a pas pour. Mais si, il y en a dans les hôpitaux maintenant, puisque hier on a vacciné un certain nombre de milliers de soignants. Donc ça, c'est tangible. Les médecins hier, plusieurs médecins m'ont signalé que c'était impossible de se faire vacciner à l'Hôtel-Dieu hier. Je vous dis ce qui s'est passé pendant les vacances de Noël, pendant les EHPAD. Les médecins n'étaient pas là. Voilà ce qui s'est passé. Les médecins qui étaient à l'origine de la première visite du patient n'étaient pas là. Ils étaient en vacances. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est pas un manque de vaccins, c'est un manque de médecins présents. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a acheté des vaccins de son côté? Mais parce que l'Allemagne n'a pas respecté l'accord européen. Oui, mais on s'en fout de l'accord européen. S'ils ont acheté des vaccins, c'est bien qu'il y a un problème d'approvisionnement. C'est bien qu'il y a un problème de pénurie de vaccins. Je vous signale que les 30 millions qu'ils ont commandés, ils ne les ont pas pour le moment, puisque Pfizer ne peut pas suivre. Ils les ont commandés. Ça veut dire que la France n'a pas commandé suffisamment de vaccins. Mais si, elle vient d'en recommander à Moderna. Mais Moderna, il n'est pas là avant. Si on veut commencer à immuniser, il faut commencer à le faire maintenant. Après, il ne faut pas se polariser sur les vaccins. Il faut se polariser sur le protocole qui est beaucoup trop lourd. Il y a 45 pages. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est hallucinant. C'est un résumé. Moi, en tout cas, je ne veux pas la ramener toujours au foot, mais l'Italie a battu la France. Attention, parce que là, on a 118 000 contre 50. C'est pas la première fois. Allez, on se retrouve dans un instant. On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On va parler de l'inceste. On va changer un petit peu de sujet. Il y a d'autres sujets également dans l'actualité. Je suis avec Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Matteo Ghisalberti, rédacteur en chef de Putsch, le nouveau média franc-tireur. Et Jérôme Dubus, membre de La République En Marche. Oui, l'inceste, puisqu'hier, le journaliste, éditorialiste, politologue Olivier Duhamel a été accusé d'inceste sur un de ses beaux-fils dans un livre à paraître, écrit par la sœur jumelle du jeune homme qui a été agressé à l'époque. Olivier Duhamel a annoncé lundi qu'il mettait fin à l'ensemble de ses fonctions. Donc, il était sur Europe 1, il était sur LCI, il était président de la Fondation nationale des sciences politiques. L'article du Monde qui raconte ce qui s'est passé est assez implacable et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Elisabeth Lévy ce matin qui parlait de curé encore une fois. On a même Bernard Kouchner qui dit qu'il a été mis au courant par son fils assez tard, mais qu'il était au courant. Donc s'il n'y a pas de vengeance, ou à chaque fois quand la parole se libère comme cela, il y a le camp de ceux qui disent oui mais il n'y a pas eu de procès, oui mais gna gna gna. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut retirer la prescription pour les crimes
pour le crime qu'est l'inceste. Un Français sur 10 déclare avoir été victime d'inceste. C'est un chiffre qui pourrait même être sous-estimé en raison de la difficulté à libérer la parole. Je trouve que c'est bien aussi que cet exemple montre qu'on peut mettre très longtemps. Quand les gens disent « Pourquoi elle met 30 ans à parler ?» Elle met 30 ans, oui, il met 30 ans à parler, parce que c'est un traumatisme énorme. Donc c'est 20 ans après la majorité de la victime, qu'il s'agisse d'une agression sexuelle ou d'un viol, soit jusqu'à 38 ans. Parfois, ça met beaucoup plus de temps à se libérer. J'en profite pour faire un coup de gueule pour ceux qui savent, pour ceux qui savaient, qui ont continué à l'inviter sur les plateaux, parce que moi, j'en avais eu vent à l'époque sur L6, ça me dit vaguement quelque chose. Je n'avais pas de preuves ni quoi que ce soit, mais il y a des gens qui savaient, qui ont continué. Vous n'en avez toujours pas, Valérie? Quand Bernard Kouchner dit « mon fils m'a raconté ce matin ». Oui, c'est pas une preuve, c'est un témoignage, mais c'est pas encore une preuve. C'est un témoignage, mais la preuve, qu'est-ce que vous voulez comme preuve? Vous n'étiez pas dans le lit ni dans la chambre quand ce gamin avait 13 ans? C'est toute la problématique de ces problèmes d'agression sexuelle et notamment d'inceste. C'est effectivement que ça peut rester longtemps parole contre parole. Pardon de vous avoir interrompu. Je voulais non, je vous écoute, allez-y. Dire que effectivement, il y a deux sujets dans le thème que vous nous proposez. Il y a effectivement la question de la prescription, qui est un sujet important, et puis il y a la question du procès médiatique, et du procès avant toute procédure, justement, avant toute enquête et avant toute preuve éventuelle de la culpabilité d'Olivier Duhamel, il y a le respect nécessaire de la présomption d'innocence de cet homme dont on sait à quel point c'est un personnage intellectuellement estimable en tout cas, mais ça ne change rien. Ça peut être un salaud aussi, ça peut être une ordure aussi, pardon de vous dire ça avec autant de violence, mais c'est pas parce que le mec est connu et célèbre et intelligent. C'est bien ce que j'allais dire. Voilà. C'est bien ce que j'allais dire. Néanmoins, évidemment, sa personnalité et sa célébrité et sa notoriété font que on en parle et qu'on déballe ça sur la place publique avant même qu'une enquête sérieuse soit diligentée et soit faite, et sans lui donner la possibilité même de s'exprimer. Si, ça lui a été donné. Si vous avez lu le papier du Monde, ils ont contacté Olivier Duhamel qui n'a pas souhaité répondre. La problématique, c'est que souvent, vous voyez, dans les cas de viol, je ne parle pas d'inceste, mais les cas de viol, les condamnations, d'abord les plaintes, c'est 10% des viols et les condamnations, c'est 1%. Donc quand vous êtes victime d'une agression sexuelle, bon courage pour porter plainte, bon courage pour affronter votre bourreau, et ce sont des blessures infiniment graves. Donc oui, attention à la curée, attention aux erreurs judiciaires. Maintenant, je pense que c'est extrêmement douloureux aussi de raconter des histoires comme celle-là, et je ne vois pas bien l'intérêt. De Jérôme Dubus. Olivier Duhamel, il se trouve qu'il a été mon prof à Sciences Po. C'était un excellent prof. Rien ne nous laissait penser, nous, élèves, qu'il pouvait avoir des comportements pareils, si tant est que ce soit vrai. Moi, dans cette affaire, évidemment, les témoignages, le livre va sortir jeudi, mais les témoignages qui sont sortis dans Le Monde hier soir et puis dans le Nouvel Obs, je crois. Il y a une interview de Camille Kouchner, car il se trouve que ce sont les deux. Sœur, évidemment, qui sont absolument effrayants. Ce sont les deux enfants de Bernard Kouchner, deux des trois enfants que Bernard Kouchner a eu avec Evelyne Pizier. Puisqu'il s'était remarié avec la sœur de Marie-France Pizier, qui s'est d'ailleurs suicidée dans des conditions extrêmement curieuses. Est-ce que c'était lié à ça? Moi, je n'en sais rien. Je ne vais pas faire de la politique de bazar ou des ragots de rue. Mais en tout cas, cet homme, s'il est convaincu si c'est pas vrai tout ce qui s'est passé, si ce sont des racontards, et pour le moment, effectivement, on n'a pas de preuves. Il faut qu'il vienne s'expliquer. Complètement. Il ne faut pas qu'il se mure dans son silence. Il faut qu'il vienne s'expliquer en disant on m'a attaqué, c'est pas vrai. Ou alors, c'est pas dans les médias. C'est pas dans les médias que la chose doit être faite. C'est au niveau de la justice. Mais c'est fini. C'est un et dans le secret il n'y aura pas de justice. Cabinet d'un juge d'instruction. Oui, mais il n'y a pas, Pascal, il n'y a pas. Les faits sont prescrits. Avec la loi actuelle. Les faits sont prescrits. Terminé. Donc il n'y a pas de loi. Donc soit la victime, effectivement, peut compter sur des témoignages de proches qui vont accréditer qu'il y a bien eu cette révélation qui a été faite, puisqu'il y a eu brouille entre la maman de ces deux enfants à l'époque et sa sœur Marie-France Pizier qui voulait lui casser la gueule à Olivier Duhamel. Donc il y a un faisceau de témoignages, en tout cas dans ce qui est raconté. Après, effectivement, on attend que lui y réponde. Oui. Je suis d'accord, mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, la loi... faisant en sorte qu'il y ait prescription et qu'il ne puisse plus être poursuivi, il faut donc le poursuivre médiatiquement et le crucifier. On lui demande de venir s'expliquer, c'est tout simple.
Oui, Mathéo. Je pense qu'on pourrait s'inspirer à certaines pratiques qui ont été mises en place après l'éclatement des différents scandales de la pédophilie dans l'Église. Là aussi, il y a certains points en commun, dans le sens qu'on a des personnes qui réussissent parfois à témoigner des dizaines d'années après. Moi, par exemple, avant de partir de chez moi, j'ai retrouvé un livre écrit par un monsieur qui a 11 ans, et maintenant il avait 11 ans en 1960, donc vous faites le compte, a subi des violences sexuelles dans un séminaire. Et il a écrit un livre il y a 2 ans. Donc, il faut vraiment du temps pour métaboliser un traumatisme qui s'abat sur toute une famille. Et le fait d'avoir une prescription limite encore plus, parce qu'en plus, si le bourreau est effectivement une personnalité d'influence, ou en tout cas, pas nécessairement quelqu'un un VIP de la politique plutôt que du journalisme, etc. Mais si il a la possibilité d'avoir un bon avocat déjà, on mettra encore plus de violence sur la victime. Et puis, naturellement, quand on dénonce, on doit toujours se rappeler qu'on le fait aussi avec le risque de ne pas être cru. De pas être cru, mais aussi de subir éventuellement, si on dit des bêtises qui ne sont pas vraies. Après, on subit aussi le coup de la loi. Mais là, je pense que... Alors, Alexis, il y a Catherine, une auditrice, qui dit de ne pas oublier effectivement qu'Elisabeth Guigou vient d'être nommée présidente d'une commission contre les agressions sexuelles des enfants, en particulier l'inceste. Elle dit on peut penser qu'elle va démissionner, bien sûr. C'est vrai que beaucoup s'étaient interrogés sur cette nomination d'Elisabeth Guigou, qui faisait partie de l'entourage proche de Bernard Kouchner, de Duhamel, et qui ne pouvait pas ne pas savoir. Maintenant, est-ce que c'était à elle de le dénoncer? Non. Alexis. C'est le problème du pouvoir, de l'omerta, des cercles de pouvoir. Et c'est encore un pan de Saint-Germain qui tombe. Ça me rappelle également l'affaire Matzneff. C'est tous ces gens qui savaient et qui devaient se taire, parce que derrière, c'est un système qui tient finalement, qui se tient par la barbichette à cette parole. C'était le cas aussi, rappelez-vous, de Pierre Berger, ce couturier qui était un pape de la gauche, un grand financier de la gauche. On ne pouvait surtout pas parler des parties fines qui se passaient de l'autre côté de la Méditerranée, sans quoi vous étiez banni du petit monde de Saint-Germain. Donc il y a un vrai problème sur l'omerta réel, sur le pouvoir de ces gens-là, sur le pouvoir de nuisance des prédateurs. Et je trouve que c'est bien que la parole des victimes puisse se libérer, qu'ils se sachent en sécurité, parce que pendant des années, cette parole des victimes, elle a été discréditée par ces gens de pouvoir, par l'argent qu'on pouvait mettre, par la façon dont on pourrissait la vie. Et par l'idéologie aussi, Alexis. Et l'idéologie aussi, mais ce que je veux dire, c'est, vous avez par exemple le fils de Marc Ladret de la Cherrière, Jérémy Ladret de la Cherrière, qui a été condamné 2 fois, en 2008 et en 2015, pour pédophilie, pour partage de fichiers pédopornographiques sur Internet. Monsieur Marc de la Cherrière, qui est 400e fortune mondiale, qui est un grand ami du pouvoir également, qui est dans le board de France Télécom, AXA, etc., a payé Mimi Marchand, la fameuse Mimi Marchand, celle qui fait la presse People, pour que cette affaire ne sorte pas. Vous avez des preuves de ça? Vous avez des preuves? Oui, c'est sorti dans un livre du journaliste, un journaliste du Monde qui s'appelle Mimi. Ce livre s'appelle Mimi, et il relate cette histoire. Elle est connue. Et donc, oui, rien n'est sorti parce que voilà les réseaux de pouvoir tels qu'ils se font. Il y a un livre qui sort là aujourd'hui d'une ancienne collaboratrice de Xavier Niel qui raconte comment elle se faisait harceler sexuellement par son patron à l'époque où celui-ci était dans le Minitel Rose. Voilà comment on cache finalement un monde très peu propre, très sale, de donneurs de leçons, où l'argent est roi, où l'omerta est reine. Matzneff, rappelez-vous, Denise Bombardier, que vous invitez souvent aussi à cette antenne, elle a reçu des tonnes d'insultes quand elle a dévoilé Matzneff sur le plateau de Bernard Pivot, quand elle était la seule femme à dire courageusement que ce mec-là était une ordure. Et elle, qu'est-ce qu'on lui a dit? Mais enfin, qui est cette Québécoise? Racisme, misogynisme, elle a tout eu, Denise Bombardier, quand elle a été la seule courageusement à dire que Matzneff était un salopard. Donc il est temps, temps, et je vous remercie parce que vous êtes une des rares journalistes aussi, Valérie, qui parlait de pédocriminalité. Vous avez invité aussi Carl Zéro. Oui, Carl Zéro, qui a été assez peu invité sur son livre, c'est ce qu'il disait hier. C'est un sujet dont on ne parle pas. Dès que vous prenez la parole sur ce thème-là, il y a quelque chose qui glace les gens, finalement, comme si vous attaquiez quelque chose qui est trop grand pour vous. Non, l'affaire Epstein, vous avez des ramifications en France, et on y travaille. Et vous avez le cas de Jean-Luc Brunel, qui vient d'être arrêté en septembre, alors qu'il essayait de partir en Afrique.
oui, voilà. Et la pédophilie dans l'Église aussi. Et oui, et la pédophilie dans l'Église, elle n'a pas de couleur, la pédocriminalité, elle n'a pas de couleur politique. Vous en avez autant à gauche qu'à droite. Et puis chez les riches que chez les pauvres. Etc. Mais quand vous parlez de la pédocriminalité à un certain niveau de pouvoir, l'argent entre en jeu, le pouvoir entre en jeu, la réputation entre en jeu. Et là, c'est silence radio, surtout. Pas de vague, taisez-vous. Oui, parce que là, on n'est pas dans le cas d'un puissant contre un faible. C'est pas le pot de fer. L'enfant est faible. L'enfant est faible, mais vous disiez, c'est tout cet entourage germano-pratin. C'est Kouchner qui dit aujourd'hui, j'étais au courant. Enfin, comment peut-il aujourd'hui oser dire j'étais au courant? Parce que c'est compliqué. Mais parce que c'est compliqué, Pascal. Si un de vos enfants en est victime, vous ne pouvez, et que contre sa volonté, vous n'allez pas dévoiler ces choses-là. C'est extrêmement compliqué. Vous pouvez au moins péter la gueule à l'autre, physiquement ou mentalement ou moralement, ou je ne sais pas, mais faites faire quelque chose. Mais vous savez, les gens, enfin, je ne parle pas de Bernard Kouchner, mais même en le faisant savoir, les gens sont extrêmement lâches et ils n'écoutent pas. Parce que Valérie, c'est pas le fils et la victime qui aujourd'hui raconte ça, c'est sa sœur. Donc peut-être ça dit on est encore dans le témoignage indirect, on n'est pas encore dans la révélation par la victime. C'est sa sœur jumelle et la victime, je pense. Je ne remets pas en cause la victime, je ne remets pas en cause la qualité de son témoignage. Si les faits sont avérés, c'est pas la victime. Si les faits sont avérés, et il semble qu'il le soit. Parce que les témoignages sont extrêmement précis. Moi, je vous donne quand même à lire l'article du Monde et puis l'article de l'Obs. C'est effrayant. Et je pense que ce garçon a été brisé. Il avait 14 ans. 13 ans. Mais il y a effectivement, vous l'avez dit, Pascal, deux sujets, mais qui vont être en contradiction un petit peu avec ce que vous disiez, c'est-à-dire la prescription. C'est-à-dire que si on laisse la prescription beaucoup plus longue, comment est-ce qu'on va apporter les preuves? C'est un peu compliqué. On se retrouve dans un instant. On aura Pierre en ligne de Toulouse qui voulait réagir. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, nous revenons sur les révélations du Monde. Hier, un livre à paraître signé Camille Kouchner. Donc, elle raconte l'histoire de son frère jumeau qui a été violé, on peut le dire, par Olivier Duhamel, le politologue. On pose la question sur la prescription de l'inceste. Pierre de Toulouse est en ligne avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'au départ, Olivier Duhamel a choisi d'être médiatisé, donc il doit assumer la réaction éventuelle du peuple et de la justice de la rue, surtout devant une loi qui a choisi la prescription. Moi, je crois que, justement, l'erreur vient que cette prescription doit être supprimée dès qu'un mineur est touché, qu'il soit touché pour des sévices sexuels ou des violences physiques, puisqu'il n'y a pas que les sévices sexuels. Vous avez des enfants qui sont tabassés et qui ne disent rien et qui sont chamboulés dans leur vie au bout de X années et qui malheureusement n'en parlent pas, ou parce qu'il y a prescription au bout d'un moment aussi. Donc je crois que, alors certes, ça oblige à réouvrir de mauvais souvenirs pour pour la victime, mais il faut en passer par là, ne serait-ce que pour protéger ces enfants, puisqu'un enfant reste un enfant, ni plus ni moins. Oui. Voilà. Mais comment des années après, ce qu'évoquait Pascal Bataille, apporter la preuve? Souvent, ce sont des secrets qui ont été enfouis, gardés extrêmement longtemps. Je vous conseille d'ailleurs le livre de Cécile de Ménibus qui raconte cette histoire, ce secret de famille. Et sa sœur, à Cécile, s'est suicidée suite à une affaire comme celle-là, parce que la parole est extrêmement difficile. Donc si vous me permettez, la seule solution. Alors attendez, on va laisser terminer Pierre. Oui, je crois qu'avant tout, la personne qui décide de parler se soulage psychologiquement. Et je pense que déjà, elle a fait un travail, et ce travail-là, psychologique, de parler, lui permet d'évacuer justement toutes ces années. Et donc, au-delà de la solution juridique, qui au fond n'a pas lieu, puis on s'en moque que la personne soit condamnée après ou pas, surtout si elle est morte, ou si elle est en fin de vie, ça ne changera rien pour elle. Mais par contre, la personne qui est victime, elle, se retrouvera au moins reconnue sous cette forme-là. Et puis, je pense que c'est notre société. La société doit permettre à la personne, justement, d'être reconnue en tant que victime. Et ne serait-ce qu'en l'écoutant. Voilà, pour moi, c'est assez simple. Oui, sauf qu'aujourd'hui, tout n'est pas fait comme ça. Et puis après, il y a tout le contexte familial qui, visiblement, est raconté dans ce livre, avec une mère qui était alcoolique, avec des pressions sociales et familiales qui ont fait que
que cet enfant, ce garçon, n'a pas pu parler avant l'âge de 45 ans aujourd'hui. Pascal, oui, je vous posais la question, Pascal Bataille, sur les preuves qui sont extrêmement difficiles et puis sur la remise en cause de la parole de la victime quasiment à chaque fois qu'il y a une affaire comme celle-là, on remet en cause la parole de la victime. Bien sûr, c'est l'un des problèmes essentiels pour juger et rendre ce genre d'affaires et pour rendre effectivement ce qui lui est dû à la victime, parce que ce que dit Pierre est tout à fait juste. Au final, que la condamnation est certes importante, mais ce qui importe aussi, c'est la possibilité pour la victime que soit reconnu ce qu'elle a vécu. Mais je lisais en préparant l'émission une étude qui a été publiée il n'y a pas si longtemps, puisque c'était juste au mois de décembre, qui disait que une étude apparemment très, très sérieuse, faite par l'IFOP et par l'INED, qui dit qu'un Français sur 10 je l'ai cité aujourd'hui, donc ça fait quasiment 7 millions de personnes qui disent aujourd'hui avoir été victimes d'inceste. Bon, 3 Français. Vous imaginez trois enfants dans chaque classe, visiblement, c'est énorme. Voilà, vous vous rendez compte, 3 enfants dans chaque classe. Alors, aujourd'hui, on parle de l'affaire Duhamel parce qu'effectivement, encore une fois, il y a cette notoriété, et, il y a cette sphère médiatique qui se met en émoi sur ce dossier-là. Mais si c'est avéré que un Français sur 10 a subi dans son enfance, à un moment ou à un autre, un inceste, effectivement, il importe de façon urgente de revoir la façon dont on peut juger et continuer à juger au-delà de cette prescription. La prescription en soi, votre sujet est très intéressant. Pourquoi la prescription? À quoi sert-elle? Et pourquoi mettons une prescription sur les crimes et les délits? La plupart du temps, c'est uniquement une histoire de pratique. C'est pour ne pas encombrer la justice au-delà d'un certain nombre si vous voulez, par des dossiers. Dans cette affaire, il y a 2 choses. C'est un peu la double peine pour la victime. Ce pauvre Kouchner, ce pauvre fils Kouchner, il a d'abord visiblement subi des sévices et des sévices sexuels, premièrement, et deuxièmement, il a dû se taire pendant des années. Toutes les victimes d'inceste, de pédophilie, etc., ne se taisent pas, heureusement. Sur un Français sur 10, je ne sais pas combien il y en a qui ont porté plainte, etc., mais la prescription ne pourrait... Moi, je suis pour la levée de la prescription, mais la prescription ne s'applique dans ce cas-là parce que la victime n'a pas pu parler. Quand elle arrive à porter plainte, et c'est très compliqué, je l'avoue, on arrive à des jugements maintenant, donc il y a quand même un progrès là-dessus. Mais en ce qui concerne cette affaire Duhamel, moi j'incite à nouveau Olivier Duhamel à parler. Il ne peut pas rester dans ce silence, ça n'est pas possible. Mais pour dire quoi Pour dire quoi, oui. Je crois que là, il se cache. Voilà. Oui, mais justement, en tout cas, je pense ça accrédite la thèse. Toute cette histoire anime le débat aussi parce que ça vient d'un milieu où on était habitué à donner des leçons. Et c'est pas seulement lui-même a fait la leçon sur l'affaire DSK en s'en prenant aux chiens qui harcelaient DSK. Exact. Chiens qui sont ses confrères journalistes. D'ailleurs, il n'y a pas d'esprit de corps, heureusement, d'un certain point de vue, mais c'est souvent le cas des gens qui donnent des leçons, hommes et femmes, politiques, des médias, de l'Église, on l'a dit, des associations, etc., qui après, quand ils sont pris les mains dans les sacs, ils exigent aussi un traitement... neutre de la situation. Bien sûr, du point de vue judiciaire, chacun de nous a le droit à une défense, etc. Mais après, si on s'expose et on attaque et on donne des leçons, c'était un peu le cas aussi, j'ai perdu le souvenir même de ce scandale dans les rédactions parisiennes c'était un peu à l'époque du MeToo, où il y avait eu toute une vague de licenciements de journalistes parce qu'ils avaient fait des blagues sur des chats, sur tel ou tel... et c'était des médias qui donnaient des leçons. Voilà. Sacha nous dit le seul point positif est de se dire que la roue tourne et que les pervers seront reconnus un jour ou l'autre. Puissiez-vous dire vrai, Sacha? Seulement, c'est très compliqué parfois, encore une fois, pour les victimes de s'exprimer. Alexis Poulain?
Oui, mais c'est tout le problème de la prise de parole de la victime, du crédit qu'on va donner à la parole de la victime, ou du survivant, hein, parce qu'on a ce terme-là aussi hein, pour les gens qui ont été victimes d'inceste, de pédocriminalité. Je crois qu'ils ont besoin de tout le support qu'on puisse leur donner, parce que pendant des années, cette parole a été discréditée. Cette parole, finalement, vous condamnait une deuxième fois. Dire quelque chose publiquement, oser dire que vous aviez été victime. Enfin, rappelez-vous, le MeToo qui sort sur l'affaire Weinstein, c'est il y a seulement 3-4 ans. Avant ça, tout le monde savait également à Hollywood qu'il fallait passer sur le canapé du producteur, que c'était scandaleux, mais il fallait se taire. Il suffit une parole de quelqu'un. Ou pas toujours. Elle n'est pas toujours écoutée. Je vous rappelle l'article du magazine Hebdo sur Nicolas Hulot. Personne n'a voulu écouter. Non, Hebdo, personne n'a voulu. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on est encore loin du compte. C'est-à-dire que moi, je milite pour que s'ouvre la chasse aux prédateurs, qu'enfin eux soient les proies, et que ce soit plus l'inverse. Avec des risques qu'évoquait Pascal Bataille, et ça me coûte évidemment, de avec dommages le côté collatéraux. place publique, chasse aux sorcières, etc. Mais je crois qu'il faut rééquilibrer les choses. Et oui, effectivement, et la justice est là pour faire ce travail-là, de dire le vrai du faux. Mais la parole des survivants, des victimes, doit être davantage prise en compte, doit être supportée, aidée, parce que c'est ça qui va faire que la peur va changer de camp. Aujourd'hui, la peur, elle est du côté de ceux qui ont subi ces sévices. Absolument. Et ça, c'est insupportable. Et ça, on a Jean Dorido qui nous écoute, que vous connaissez bien, qui dit pour info, la notion d'inceste est absente du code pénal. Ce serait déjà un bon début. Et je vois inceste comme circonstance aggravante des agressions sexuelles. La peine encourue est de 7 ans d'emprisonnement. 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Effectivement, ça pourrait commencer par là. Et puis, je pense qu'Elisabeth Guigou peut peut-être se poser des questions quant à ce poste. Mais d'où l'intérêt, effectivement, de votre question, Valérie, la suppression de cette prescription. Parce que, comme le disait Mathéo, je crois, ou Jérôme Dubuc, il y a un temps nécessaire, qui est plus ou moins long selon la personne, selon l'importance des faits. Il y a un temps nécessaire à cette prise de parole, sans compter effectivement les pressions que peut subir cette personne. Il y a sa capacité elle-même à pouvoir dire, la manipulation qu'elle peut subir, ce qu'elle a vécu, et puis il y a effectivement toutes les pressions de l'entourage qui peuvent l'en empêcher en plus. Donc ça demande un temps. La prescription ne peut que s'opposer à cette libération de la parole. Et moi, je pense qu'encore une fois, ça doit être fait par la justice et pas par les médias. Parce que on a vu aussi dans le mouvement MeToo et dans le mouvement Balance ton port en France, il y a eu des dérapages, des excès, des dénonciations abusives. Il y en a eu combien? Je pose toujours cette question. Oui, alors à part Éric Briand, il y a eu qui? Mais à part Éric Briand, il y a eu qui? Je ne sais pas parce que je n'étais pas dans le lit et dans la chambre de chacun des personnes qui a été accusées. Il y a eu très peu de gens, c'est terrible, Éric Briand l'a raconté, mais à part Éric Briand, il n'y a eu personne. Franchement, certainement, et il y en a eu beaucoup qui n'ont pas été dénoncés non plus, Valérie, vous connaissez comme moi. Mais est-ce que c'est... Est-ce que c'est notre rôle à nous? Est-ce que c'est notre rôle à nous de faire ces procès-là, ou est-ce que c'est celui de la justice? En tout cas, dans je pense que c'est celui de la justice, et je pense que pour ça, il faut supprimer cette prescription. Dans l'affaire du Hamel, c'est celle dont on parle aujourd'hui, il y a clairement une responsabilité de l'entourage également, puisque en réalité, et si on lève la prescription, là vous auriez des surprises dans la culpabilité de l'entourage. Mais vous ne pouvez pas aller contre la volonté des victimes si elles ne souhaitent pas à un moment X parler. Mais ça a dû être terrible. Moi, j'ai dit que c'était une double peine. Absolument. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. Merci à vous. Merci. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.